Darius Washington, PDG milliardaire de Next Solutions, sentait tous les regards des passagers sur lui alors que la sécurité le tirait de son siège en première classe. L'humiliation le brûlait jusqu'à ce qu'il passe un simple appel. 5 minutes plus tard, l'ensemble de l'équipage assistait à la disparition de leur carrière plus vite que leur sourire forcé. Avant de plonger dans cette histoire choquante de discrimination à 30 000 pieds, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous croyez que chacun mérite le respect, peu importe la couleur de sa peau. Maintenant, accrochez-vous, alors que nous explorons comment un homme puissant a transformé un moment d'injustice en un mouvement pour le changement. Darius Washington n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Son histoire commence dans un petit appartement de 2 chambres à Harlem, où sa mère, Loretta, l'élevait, lui et ses 2 frères et sœurs, seuls. Chaque matin, Loretta partait avant le lever du soleil, jonglant entre plusieurs emplois, agent d'entretien à l'hôpital, caissière et aide-soignante le soir. Malgré sa fatigue, elle prenait toujours le temps de vérifier les devoirs de Darius, lui inculquant que l'éducation était son billet pour une vie meilleure. « Ma mère travaillait jusqu'à ce que ses mains se fendillent et saignent », a déclaré Darius à Forbes. « Elle rentrait à minuit, et je la retrouvais encore en train de vérifier mes problèmes de maths. Elle me disait « Le monde ne te donnera rien, Darius. Tu dois mériter chaque centimètre. » L'école publique locale que fréquentait Darius était sévèrement sous-financée. Les manuels étaient obsolètes, les laboratoires informatiques inexistants, et les classes souvent composées de plus de 40 élèves. Alors que d'autres écoles ou districts plus riches bénéficiaient de laboratoires scientifiques et de programmes artistiques, celle de Darius ne pouvait même pas assurer un chauffage correct pendant les hivers rigoureux de New York. Les élèves restaient en classe avec leurs manteaux, leur souffle visible dans l'air glacial. Malgré ces obstacles, Darius montrait des capacités académiques exceptionnelles. Son professeur de mathématiques, M. Jackson, reconnut son potentiel et commença à rester après les cours pour lui donner des exercices avancés. Ce garçon pouvait résoudre des équations que la plupart des lycéens avaient du mal à comprendre, et il n'avait que 12 ans, se souvient M. Jackson. Je savais qu'il était spécial. À 16 ans, Darius devint major de sa promotion, obtenant un score parfait au SAT, attirant l'attention des universités prestigieuses à travers le pays. Lorsque le MIT lui offrit une bourse complète, cela semblait être l'aboutissement des sacrifices de lui et de sa mère. Cependant, son arrivée au MIT en 1995 apporta de nouveaux défis. Parmi une mer d'étudiants majoritairement blancs et aisés, Darius se démarquait. Lors de son orientation de première année, un professeur le prit pour un membre du personnel d'entretien. Dans les groupes d'études, ses idées étaient souvent ignorées jusqu'à ce qu'elles soient répétées par des camarades blancs. La sécurité du campus l'arrêta à plusieurs reprises lorsqu'il rentrait tard à son dortoir après des sessions d'études, lui demandant une pièce d'identité alors que les étudiants blancs passaient sans problème. « J'ai appris à porter mon identifiant de manière visible autour du cou », partagea Darius lors de son discours de remise des diplômes des années plus tard. « J'ai appris à parler avec une diction parfaite, à m'habiller impeccablement, même pour un cours à 8 heures du matin, à sourire et à paraître non menaçant. J'ai appris l'art épuisant de mettre les Blancs à l'aise en ma présence. » Malgré ces obstacles, Darius obtint son diplôme summa cum laude avec des doubles spécialisations en informatique et en administration des affaires. Son projet de fin d'études, un algorithme précoce pour le comportement prédictif des consommateurs, attira l'attention de plusieurs géants de la technologie. Mais au lieu d'accepter des offres lucratives, Darius prit un risque. Avec un prêt de 50 000 $ et travaillant depuis l'appartement de sa mère, il fonda Next Solutions en 2000. Les premières années furent ardues. Les investisseurs en capital risque refusaient souvent ses propositions, l'un d'eux déclarant qu'il n'investissait pas dans les entrepreneurs urbains. Les banques lui refusaient des prêts malgré son plan d'affaires exemplaire et ses diplômes du MIT. Lors d'une présentation, un investisseur lui demanda si quelqu'un d'autre pouvait être le visage de l'entreprise, suggérant que Darius reste en coulisses. Non découragé, Darius développa sa société à partir de petits projets de conseil tout en travaillant la nuit sur son logiciel phare. Son succès arriva lorsqu'une chaîne de magasins de taille moyenne implémenta sa plateforme d'analyse client, entraînant une augmentation de 40% des ventes. Le bouche à oreille fonctionna rapidement, et en 5 ans, Next Solutions passa du salon de sa mère à 3 étages dans un immeuble de Manhattan. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 5000 personnes dans le monde, avec une valorisation de marché dépassant les 3 milliards de $. Elle se spécialise dans l'analyse de consommateurs pilotée par IA et les logiciels de modélisation prédictive utilisés par les entreprises du Fortune 500.
Malgré son succès, Darius gardait la réputation d'être accessible et humble avec ses employés tout en étant intraitable face à la discrimination. Il y a 3 ans, un restaurant haut de gamme l'avait assis près de la cuisine malgré des tables libres près des fenêtres. Le mois suivant, il acheta le restaurant et le transforma en café communautaire abordable. Lorsqu'un vendeur de voitures de luxe le dirigea vers les modèles économiques, Darius acheta chez le concurrent et mit en place une formation sur la diversité dans toutes les succursales. Sa réponse à la discrimination n'était jamais une simple vengeance, mais des actions calculées créant un changement durable. La richesse ne vous protège pas du racisme, expliqua-t-il lors d'une conférence universitaire. Elle change seulement la manière dont il s'exprime et vous donne des outils différents pour y répondre. L'argent n'achète peut-être pas le respect, mais il peut certainement avoir des conséquences pour le manque de respect. Ce mardi matin, Darius se rendait à San Francisco pour une réunion cruciale afin de finaliser l'acquisition par Nextech de Smart Data Systems, une start-up prometteuse en intelligence artificielle. L'accord de 500 millions de dollars était en négociation depuis des mois, et cette rencontre en personne avec les fondateurs scellerait l'accord. Manquer ce vol n'était pas une option. Alors que son chauffeur arrivait à l'aéroport Kennedy, Darius ajusta son costume Tom Ford sur mesure et se prépara pour une autre journée à être à la fois PDG et homme noir en Amérique, sans savoir quelle identité définirait comment les autres le traiteraient. La Mercedes noire élégante se gara au terminal départ 3 heures avant le vol Atlantic Airways 1142. Darius descendit, sa grande stature mise en valeur par le costume en charbon parfaitement ajusté. Sa chemise blanche immaculée contrastait avec une cravate bordeaux profond, couleur signature de Nextech. Les boutons de manchette en or portant ses initiales captaient la lumière du matin tandis qu'il récupérait son bagage à main dans le coffre. « J'appellerai à l'atterrissage, James », dit Darius à son chauffeur depuis 8 ans. « Assure-toi que ma mère se rende à son rendez-vous chez le médecin demain, même si elle prétend ne pas avoir besoin d'être conduite. » Au comptoir d'enregistrement première classe, la représentante d'Atlantic Airways l'accueillit chaleureusement après avoir vérifié sa réservation. « Monsieur Washington, nous sommes ravis de vous avoir à bord aujourd'hui, » dit-elle, sa voix prenant un ton réservé aux clients de grande valeur. « Vous faites partie de notre cercle Platinum. Nous vous avons surclassé au siège 2A, notre meilleur emplacement en première classe. Le salon est disponible si vous souhaitez y attendre l'embarquement. » Darius acquiesça poliment et passa la sécurité accélérée. Dans le Atlantic Airways Platinum Lounge, il s'installa dans un coin tranquille et sortit son téléphone pour vérifier les détails de l'acquisition avec sa directrice financière. À l'annonce de l'embarquement, Darius se dirigea vers la porte. Comme passager de première classe, il fut parmi les premiers appelés. Il descendit le pont d'embarquement, sa présence imposante mais discrète. L'hôtesse à l'entrée, Meredith Brooks, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bienvenue à bord », dit-elle, ses yeux glissant sur son billet. Son sourire resta figé, mais quelque chose dans son regard s'assombrit légèrement en enregistrant son nom. Darius s'installa facilement au siège 2A, côté hublot à l'avant de la cabine. Il rangea son bagage et vérifia immédiatement ses emails avant que l'appareil ne décolle. La cabine première classe se remplissait progressivement, majoritairement d'exécutifs blancs en tenue de travail. Quelques-uns lui firent un signe poli, d'autres évitaient tout contact visuel. Il était habitué aux 2 réactions et se concentra sur la préparation de dernière minute pour sa réunion. Alors que les passagers en économie commençaient à embarquer, un remue-ménage à l'avant attira son attention. Un homme blanc dans la cinquantaine, en costume bleu marine légèrement tendu, parlait fort à Meredith. « Je m'assois toujours en 2A. Je le demande à chaque vol. » Meredith vérifia son billet. « Je comprends, monsieur Caldwell, mais il semble qu'il y ait eu un changement aujourd'hui. Laissez-moi vérifier. » Darius retourna à ses emails, supposant que la situation se résoudrait rapidement. Cependant, quelques instants plus tard, une ombre tomba sur son écran. Il leva les yeux et vit Benjamin Caldwell se tenir devant lui, Meredith flottant nerveusement derrière. « Excusez-moi, » dit Caldwell, peu apologétique. « Mais vous êtes dans mon siège. » Darius leva légèrement un sourcil mais resta neutre. « Il doit y avoir une confusion. Voici le siège 2A, comme indiqué sur mon billet. » Il tendit le document à Caldwell. Caldwell y jeta à peine un coup d'œil. « Il y a eu une erreur. Je m'assois toujours en 2A. Je suis membre Diamond Elite avec plus de 2 millions de miles. » Meredith s'avança, son comportement différent de celui lors de son accueil de Darius. « Sir,
Peut-être pourrions-nous vérifier à nouveau votre billet. L'implication était claire. Malgré son billet correct, la revendication de Darius était remise en question tandis que celle de Caldwell ne l'était pas. Mon billet indique clairement 2A, dit calmement Darius en le tendant à Meredith. Il m'a été assigné à l'enregistrement. Je suis également membre du Platinum Circle. Meredith examina le billet, cherchant une faille. N'en trouvant aucune, elle se tourna vers Caldwell. « Puis-je voir votre billet, monsieur ?» Caldwell le sortit avec la confiance de celui qui s'attend à être validé. Meredith compara les deux billets côte à côte, son expression devenant de plus en plus inconfortable. « Je vais devoir appeler mon collègue pour résoudre cela, » dit-elle, évitant le regard de Darius. Jason arriva, un homme grand au sourire professionnel. « Sœur, je comprends qu'il y ait une confusion sur les places. »« Il n'y a aucune confusion de mon côté, » répondit Darius calmement. « Mon billet m'attribue le siège 2A, où je suis actuellement. »« Oui, je vois ça, » dit Jason, examinant de nouveau les billets. « Mais M. Caldwell est un membre de longue date, il s'assoit régulièrement ici. »« Je sympathise, » dit Darius avec professionnalisme, « mais ce siège m'a été assigné par votre compagnie. Je suis également membre Platinum et j'ai une réunion importante dès l'atterrissage. J'ai besoin de travailler pendant ce vol, c'est pourquoi j'ai réservé un siège en première classe. » Le face-à-face continua, la tension montant dans la cabine. Les autres passagers regardaient désormais ouvertement, certains se tortillant d'inconfort, d'autres faisant semblant d'être absorbés par des magazines ou leur téléphone. « Peut-être, » suggéra Jason avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « pourrions-nous vous trouver un autre siège confortable? Nous voulons que tous nos passagers aient un voyage agréable. »« Je suis déjà dans le siège qui m'a été attribué, » fit remarquer Darius. « Il serait plus logique que M. Caldwell prenne tout autre siège disponible. » Caldwell, qui se tenait non loin de là, les bras croisés, intervint. « C'est ridicule. Je suis assis en 2A depuis 15 ans sur cette ligne. Tout le monde me connaît ici. » Le sous-texte était clair. Caldwell avait sa place en première classe d'une manière que Darius, malgré son billet, n'avait apparemment pas. Alors que la confrontation s'intensifiait, la chef de cabine, Patricia Miller, une femme d'une cinquantaine d'années au regard sévère, s'approcha du groupe. Ses yeux passèrent de Caldwell à Darius, puis se fixèrent sur ce dernier. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-elle, mais sa question s'adressait davantage à Meredith qu'aux deux hommes. Meredith expliqua rapidement. « Il s'agit d'une confusion de sièges. Monsieur Caldwell s'assoit habituellement en 2A, mais aujourd'hui il a été attribué A. » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil au billet de Darius. Patricia jeta à peine un coup d'œil au billet de Darius avant de se tourner vers lui avec un sourire crispé. « Monsieur, le vol est complet aujourd'hui, mais nous pourrions peut-être vous trouver un siège comparable en classe économique juste pour ce vol. Nous serions heureux de vous offrir un bon de compensation pour le désagrément. » La suggestion flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. Malgré un billet valide en première classe, malgré le fait d'être dans son siège attribué, malgré son statut de membre Platinum Circle, on demandait à Darius de passer en classe économique pendant que Caldwell resterait en première. Tout simplement parce que Caldwell appartenait à la première classe, là où Darius, apparemment, n'avait pas sa place. La cabine était devenue silencieuse de façon inconfortable. Chaque passager de première classe observait désormais le drame se dérouler. Leur réaction allait de l'inconfort à l'indifférence, et dans certains cas, à une satisfaction à peine cachée. Darius prit une respiration lente et mesurée. À ce moment-là, il n'était pas Darius Washington, PDG d'une entreprise technologique valant $1 milliard. Il était simplement un autre homme noir à qui l'on disait qu'il n'avait pas sa place dans un espace réservé à ceux qui ne lui ressemblaient pas. « Non, » dit-il simplement, « je ne passerai pas en classe économique. C'est mon siège attribué comme le confirme mon billet. Si votre système de réservation a commis une erreur, c'est à Atlantic Airways de la résoudre sans m'incommoder. » Le sourire de Patricia vacilla. « Monsieur, nous essayons de satisfaire un client fidèle. »« Comme je suis un client fidèle, » interrompit Darius, sa voix calme mais ferme. « Et je suis assis dans le siège qui m'a été attribué lors de l'enregistrement. Je ne comprends pas pourquoi cela serait difficile à comprendre. » Le face-à-face avait atteint un point critique. Le vol devait décoller dans 20 minutes, et les passagers en économique embarquaient encore, créant un encombrement dans l'allée alors que les gens tentaient de contourner la confrontation en première classe. L'expression de Patricia se durcit.
Monsieur, si vous persistez à être difficile, je n'aurai pas d'autre choix que... Que faire quoi? Demanda Darius, le regard fixe. Vous faire retirer d'un siège que vous avez payé et qui vous a été attribué. Sur quelle base? La question resta en suspens, la réponse tacite étant trop inconfortable pour être formulée à voix haute. La tension dans la cabine de première classe était palpable alors que le visage de Patricia Miller se durcissait en un masque d'autorité. Elle se tourna vers Jason Taylor, parlant juste assez fort pour que les passagers proches entendent. « Jason, si M. Washington continue à ne pas coopérer, nous devrons contacter la sécurité. » Elle prononça le nom de Darius avec un mépris subtil. Darius resta assis, expression contrôlée malgré l'indignation qui brûlait en lui. Il avait bâti une entreprise d'1 milliard de dollars à partir de rien, affronté des conseils d'administration pleins d'investisseurs sceptiques, négocié des accords valant des centaines de millions. Et pourtant, ici, on le traitait comme un intrus simplement pour occuper l'espace qu'il avait légitimement acheté. « J'aimerais comprendre, » dit Darius, voix mesurée et articulée, « exactement en quoi je ne coopère pas. Je suis assis dans mon siège attribué avec un billet valide en première classe. J'ai montré mon billet plusieurs fois, confirmant ce fait. » Plusieurs passagers de première classe se tortillaient dans leur siège. Une femme de couleur, la seule autre personne de couleur en première classe, croisa brièvement le regard de Darius avant de détourner les yeux, son inconfort évident. Benjamin Caldwell se tenait sur le côté, bras croisés, un léger sourire aux lèvres. « Écoutez, » intervint-il, « je ne veux pas faire de scène, mais je suis assis à ce siège depuis des années. La compagnie me connaît. Peut-être y a-t-il eu une erreur informatique. » Patricia acquiesça rapidement. « C'est exact. Parfois, notre système fait des erreurs, monsieur. » Elle se tourna vers Darius. « Nous pouvons vous offrir un bon pour un futur voyage si vous nous aidez juste à résoudre rapidement cette situation. Nous avons un vol à faire embarquer. » L'implication était claire. Le problème, c'était Darius, pas la situation elle-même. « Une erreur informatique, » répéta Darius d'un ton plat. « Curieux que cette erreur affecte mon siège et pas celui de M. Caldwell. Mon billet montre clairement que j'ai été assigné au 2A. » Jason s'avança, baissant la voix comme pour tenter de paraître raisonnable. « Monsieur, nous n'essayons pas de vous incommoder. Nous pouvons vous trouver un siège parfaitement correct en économique ou premium économique. Avec plus d'espace pour les jambes et fournir une compensation pour la différence, » corrigea rapidement Patricia. « Cela nous aiderait vraiment à respecter l'horaire du vol, » continua Jason. Darius les regarda, reconnaissant une dynamique qu'il avait rencontrée d'innombrables fois auparavant. Pour eux, il n'était pas Darius Washington, PDG de Next Solutions, mais simplement un homme noir qui devait savoir sa place et accepter d'être déplacé pour le confort d'un passager blanc. « Non, » dit Darius simplement. « Je ne passerai pas en classe économique, premium ou autre. J'ai payé la première classe. J'ai été assigné au siège 2A, et c'est là que je volerai aujourd'hui. Si M. Caldwell a été assigné à un autre siège, c'est là qu'il doit s'asseoir. Ce n'est pas compliqué. » Le sourire de Patricia disparut complètement. « Monsieur, si vous refusez de coopérer avec les instructions de l'équipage, cela est considéré comme un comportement perturbateur selon les réglementations de la FAA. Me demander de m'asseoir dans mon siège attribué est un comportement perturbateur, » demanda Darius, levant un sourcil. À ce moment, plusieurs passagers avaient sorti leur téléphone. Certains enregistraient ouvertement la scène, tandis que d'autres faisaient semblant d'envoyer des textos tout en capturant la situation. L'humiliation de se voir publiquement défier brûlait Darius, mais il gardait son calme. Afficher de la colère ne ferait que renforcer les stéréotypes qu'il semblait déjà entretenir. « Je fais simplement respecter la politique de la compagnie, » insista Patricia. « Monsieur Caldwell est membre Diamond Elite avec des privilèges spéciaux. »« Je suis membre Platinum Circle, » répliqua Darius. « Et surtout, j'ai un billet pour ce siège précis. » Une femme blanche d'âge moyen, quelques sièges plus loin, intervint. « Excusez-moi, mais si son billet indique 2A, ne devrait-il pas pouvoir s'y asseoir? C'est normalement ainsi que ça fonctionne. » L'expression de Patricia se durcit encore davantage. « Madame, nous gérons cette situation. Il y a des facteurs dont vous n'êtes pas au courant. »« Quels facteurs ?» demanda Darius avec insistance. La question resta sans réponse. L'implication était trop évidente pour être articulée. « Ça suffit, » déclara Patricia. « Jason, appelez la sécurité. »
Ce passager est belliqueux et refuse de se conformer aux instructions de l'équipage. Belliqueux, répéta Darius, incrédule. Je suis assis calmement dans mon siège attribué. Comment est-ce belliqueux? Jason hésita un instant, jetant un regard entre Darius et Patricia avant de saisir le téléphone de cabine. Ce geste envoya un message clair à tous ceux qui observaient. Un homme noir bien habillé et articulé, insistant poliment sur son siège, était considéré comme une menace pour la sécurité. Darius sentit un poids familier sur sa poitrine, le fardeau d'être perçu comme dangereux simplement pour avoir tenu sa position. Il avait déjà ressenti cela dans les grands magasins, lorsque la sécurité le suivait dans les allées, dans les parkings, lorsque les femmes serraient leurs sacs plus fort en le voyant passer, dans les restaurants, lorsque les hôtes tentaient de le placer près de la cuisine malgré des tables vides près des fenêtres. Alors que Jason parlait doucement au téléphone, Benjamin Caldwell profita de l'occasion pour s'adresser à la cabine. « Je m'excuse pour le retard, mesdames et messieurs. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas comment ça fonctionne. » La condescendance dans son ton était indéniable. Quelques passagers hochèrent la tête en signe d'accord, tandis que d'autres détournaient le regard, mal à l'aise. Patricia se tourna une dernière fois vers Darius. « C'est votre dernière opportunité de vous déplacer volontairement avant l'arrivée de la sécurité. »« Je refuse, » répondit Darius, sa voix stable malgré la colère et l'humiliation qui le traversaient. « Je resterai dans mon siège attribué à moi. » L'humiliation atteignit son apogée alors que tous les regards dans la cabine se tournaient vers lui. Darius Washington, qui avait des réunions avec des sénateurs et des PDG gérant des milliers d'employés et qui avait figuré en couverture de Forbes, était traité comme un criminel pour s'être assis dans un siège qu'il avait acheté. « Je suis assis dans mon siège attribué, le 2A, comme indiqué sur mon billet, » expliqua calmement Darius, en présentant de nouveau le document. « Je n'ai enfreint aucune règle ou réglementation. L'équipage tente de me déplacer pour accommoder la préférence d'un autre passager, et non en raison d'une quelconque politique réelle de la compagnie. » L'officier Cooper jeta à peine un coup d'œil au billet. « Monsieur, les réglementations fédérales exigent que les passagers se conforment aux instructions de l'équipage. S'ils vous ont demandé de changer de siège, vous devez le faire. Même si ces instructions sont discriminatoires et contraires au système de réservation de la compagnie aérienne, » demanda Darius. Les officiers échangèrent un regard, mal à l'aise face à ce défi direct. « Nous ne faisons pas les règles concernant les sièges, » dit l'officier Harris. « Cela relève de la compagnie aérienne. Mais refuser les instructions de l'équipage est une infraction fédérale. Maintenant, allez-vous venir avec nous volontairement ou devons-nous rendre cela plus compliqué ?» La menace flottait dans l'air. Darius pesa ses options. Il pouvait continuer à résister, mais cela entraînerait probablement son évacuation physique de l'avion, potentiellement menotté, ce qui créerait exactement le genre de spectacle qui renforcerait les stéréotypes sur les hommes noirs en colère. Ou bien il pouvait céder, avaler cette injustice comme il l'avait fait tant de fois auparavant et trouver un autre moyen de riposter plus tard. Avec tous les passagers le regardant, les téléphones enregistrant chacun de ses gestes, et les officiers de sécurité prêts à employer la force si nécessaire, Darius Washington vivait l'un des moments les plus humiliants de sa vie adulte. Tous ses accomplissements, sa richesse, son éducation, rien de tout cela n'avait d'importance à cet instant. Il n'était toujours qu'un homme noir à qui l'on disait qu'il n'avait pas sa place. L'atmosphère dans la cabine de première classe crépitait de tension alors que l'officier Logan Harris posa une main sur sa ceinture, les doigts proches de ses menottes. « Monsieur, j'ai besoin de votre décision maintenant. Sortirez-vous volontairement de l'avion ou devrons-nous prendre d'autres mesures ?» Darius fixa l'officier de sécurité, pesant les implications de chaque réponse possible. La cabine était devenue complètement silencieuse. Même les sons ambiants des passagers s'installant semblaient suspendus, chacun attendant de voir ce qui allait se passer. « Je veux être très clair sur ce qui se passe ici, » dit Darius, voix calme mais résonnant dans la cabine silencieuse. « On me retire de mon siège correctement attribué, non pas parce que j'ai violé une politique, mais parce qu'un autre passager veut mon siège, et l'équipage a décidé que sa préférence prime sur mon billet valide. » L'officier Frank Cooper se tortilla d'inconfort. « Monsieur, nous ne décidons pas des politiques de siège de la compagnie. Nous répondons à un rapport de passagers refusant les instructions de l'équipage, ce qui constitue une violation fédérale. » Du coin de l'œil, Darius vit l'expression satisfaite de Benjamin Caldwell, observant la scène. L'homme avait déjà posé sa mallette sur le siège vide à côté du 2A, supposant clairement que l'issue était décidée. Patricia Miller, la chef de cabine, s'avança. «
Officier, ce passager est confrontant et perturbateur depuis l'embarquement. Il retarde notre départ. Confrontant, répéta Darius, incrédule. Veuillez expliquer exactement ce que j'ai fait de confrontant. Ai-je élevé la voix? Ai-je proféré des menaces? Ai-je fait autre chose que d'insister calmement pour m'asseoir dans mon siège attribué? Plusieurs passagers pointaient leur téléphone directement vers la scène, enregistrant tout. Darius savait que ce qui se passerait ensuite finirait probablement sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Cette conscience apportait à la fois un certain réconfort et une pression supplémentaire. Le réconfort de savoir qu'il y aurait une trace de cette injustice et la pression de se comporter impeccablement même face à l'humiliation. « Monsieur, levez-vous et venez avec nous maintenant », ordonna l'officier Harris, sa patience visiblement à bout. « Ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne le faut. » La menace tacite était claire. Résistez et vous serez physiquement maîtrisé, voire accusé d'un crime. Darius avait vu trop de reportages sur des hommes noirs blessés, ou pire lors de confrontations avec l'autorité. Peu importe combien sa position était justifiée, une escalade ne ferait que le mettre en danger. Avec des mouvements délibérés, Darius prit son ordinateur portable et le rangea dans sa mallette en cuir. Il se leva lentement, boutonnant sa veste avec dignité. « Je veux que chacun ici comprenne ce qu'il est en train de voir, » dit-il, s'adressant à la cabine dans son ensemble. Voici à quoi ressemble la discrimination en 2025. Ce n'est pas toujours bruyant ou violent. Parfois, c'est aussi simple que de vous dire que vous n'avez pas votre place dans un espace que vous avez payé pour occuper. Plusieurs passagers détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres continuaient d'enregistrer. Quelques-uns hochèrent légèrement la tête, reconnaissant silencieusement la vérité dans ses paroles. Alors que Darius s'avançait dans l'allée, l'officier Cooper posa une main sur son bras supérieur pour le guider. Le contact, bien que non brutal, était invasif et inutile. Une autre petite humiliation s'ajoutait à la précédente. « Je peux marcher seul, merci », dit Darius calmement, et l'officier retira sa main. La marche de la honte à travers la cabine sembla interminable. Darius gardait les yeux fixés devant lui, expression neutre, posture droite. Il refusait de montrer la colère et l'humiliation qui bouillonnaient en lui. Chaque visage qu'il croisait reflétait une réaction, curiosité, malaise, indifférence et dans certains cas, une satisfaction subtile de voir quelqu'un qu'il percevait comme différent être remis à sa place. Alors qu'ils approchaient de la sortie, une jeune hôtesse noire, qui n'avait pas été impliquée dans la confrontation, croisa le regard de Darius. Son expression traduisait une excuse silencieuse et une compréhension profonde. Darius lui adressa un léger hochement de tête, reconnaissance de leur perception partagée de ce qui se passait réellement. La passerelle semblait à la fois étouffante et exposée alors que les officiers escortaient Darius vers le terminal. Son esprit était en proie à des émotions contradictoires, rage face à l'injustice, réflexion stratégique sur ses prochaines actions et au fond, une fatigue profonde de devoir se battre malgré tous ses succès. « Avez-vous des bagages enregistrés, monsieur ?» demanda l'officier Harris à l'entrée du terminal. « Non, » répondit Darius brièvement. « Alors nous vous escortons jusqu'au hall principal. Vous devrez parler avec un représentant d'Atlantic Airways concernant le statut de votre billet. » En marchant dans le terminal, Darius était très conscient des regards des autres voyageurs. Un homme noir escorté par des agents de sécurité suscitait immédiatement des hypothèses. Des hypothèses qui faisaient encore plus mal, car elles étaient si éloignées de la vérité sur qui il était et ce qu'il avait accompli. Le conflit intérieur entre dignité et colère justifiée s'intensifiait à chaque pas. Une partie de lui voulait dénoncer l'injustice pour ce qu'elle était. Une autre partie reconnaissait la valeur stratégique de garder son calme et de ne pas devenir le stéréotype attendu. La constante évaluation de la manière de répondre à la discrimination, le coût mental et émotionnel que les passagers blancs n'avaient jamais à payer, était épuisant en soi. Avez-vous parlé ? Commentez si vous pensez que tout le monde devrait s'élever contre la discrimination lorsqu'ils en sont témoins. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui exposent la réalité que beaucoup vivent chaque jour. Que devrait faire Darius maintenant? Accepter ce traitement comme beaucoup avant lui, ou riposter en utilisant les ressources considérables à sa disposition? Voyons comment un simple appel téléphonique changea tout. Arrivé au terminal, Darius Washington demanda immédiatement à parler à un superviseur d'Atlantic Airways. Sa voix resta mesurée, son attitude professionnelle,
mais une détermination indéniable dans ses yeux fit hésiter l'officier Harris avant de tenter de le faire éloigner. « Monsieur, notre travail consistait uniquement à vous retirer de l'avion, » expliqua l'officier. « Tout problème avec la compagnie doit être traité au comptoir du service client. »« Je comprends, » répondit Darius en redressant sa veste. « Mais je crois qu'il serait dans l'intérêt de tous, et surtout d'Atlantic Airways, de résoudre cette situation immédiatement. Je souhaite parler aux représentants de plus haut rang disponibles dans ce terminal. » Le superviseur d'Atlantic Airways, une femme d'une quarantaine d'années nommée Hélène Martinez, arriva quelques minutes plus tard, escortée par 2 autres employés de la compagnie. Son expression combinait la surprise et une tentative de professionnalisme. « Monsieur Washington, je suis Hélène Martinez, responsable des opérations ici au terminal, » dit-elle en tendant la main. Darius la serra fermement, mais sans la moindre animosité. « Je comprends que vous avez rencontré un problème lors de l'embarquement. Je veux m'assurer que nous clarifions la situation immédiatement. » Darius exposa calmement les faits, en détaillant la confusion autour de son siège 2A, le traitement qu'il avait subi en cabine, l'attitude de l'équipage, et la manière dont il avait été confronté par la sécurité malgré un billet valide. Il parla avec mesure, mais chaque mot portait le poids de l'expérience vécue. Hélène écouta attentivement, prenant des notes. Après un moment de silence, elle leva les yeux vers Darius. « Je vous présente nos excuses pour cette expérience inacceptable, Monsieur Washington. Ce n'est pas du tout conforme à nos politiques ni à nos standards de service. Vous avez tout à fait raison, votre siège vous était dû. Nous allons corriger cela immédiatement et prendre des mesures disciplinaires contre le personnel impliqué. » Darius inclina légèrement la tête. « Merci. Mais je veux m'assurer que ce type de situation ne se reproduise pas, non seulement pour moi, mais pour tous les passagers qui pourraient être victimes d'un traitement injuste. » Hélène hocha la tête. « Nous allons revoir notre procédure de gestion des passagers VIP et de l'affectation des sièges, et nous fournirons une formation supplémentaire à notre personnel. Nous voulons que tous nos passagers, quelle que soit leur identité, se sentent en sécurité et respectés à bord. » Quelques instants plus tard, Darius récupéra un nouveau billet confirmant son siège 2 et fut escorté de nouveau vers l'avion. À son arrivée dans la cabine, Patricia Miller et Jason Taylor étaient visiblement embarrassés. Darius se contenta de s'asseoir, ajustant sa veste, et leur lança un regard qui ne nécessitait aucune parole. Il avait gagné. Les passagers qui avaient filmé la scène partageaient leurs vidéos sur les réseaux sociaux, et le récit de l'injustice se répandit rapidement, entraînant un vaste débat public sur la discrimination dans les compagnies aériennes. Benjamin Caldwell, quant à lui, avait retiré sa mallette et baissé la tête, conscient que la situation ne lui avait pas été favorable. Darius, assis à nouveau dans son siège, respira profondément. Il avait affronté une injustice flagrante, et malgré l'humiliation, il avait maintenu sa dignité intacte. Il savait que ce combat n'était pas seulement le sien. Il représentait des milliers de passagers confrontés quotidiennement à des préjugés invisibles mais persistants. Alors que l'avion décollait enfin, Darius sortit son téléphone pour appeler son équipe de communication. Il voulait transformer cette expérience en une leçon publique et constructive, une histoire qui sensibiliserait et inspirerait le changement. Ce jour-là, Darius Washington montra que la dignité, la patience et la détermination peuvent triompher même dans les moments les plus humiliants. Il prouva que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, la clarté de ses convictions et l'action réfléchie. Et surtout, il rappela au monde qu'aucun montant payé, aucun statut ou titre ne devrait jamais déterminer la valeur ou le respect dû à une personne.